examine selon les conjonctures économiques peut être différente. Bon, donc nous avons refusé cet engagement et nous l'avons fait progressivement. Et nous avons rétabli la croissance et progressivement restauré les comptes publics. La dette de l'État a diminué entre 1997 et 2002, non pas en chiffre absolu, puisque nous avions toujours chaque année des déficits budgétaires, même moindres, mais en proportion du PIB, de la richesse nationale. Et c'est après que la dette française, notamment, a explosé, ou plutôt a progressé trop vite, et avant, je le précise, la crise financière de 2008. Donc, ces critères de Maastricht, il faut les accepter. Et je me suis lancé dans une telle péroraison que du coup j'en ai oublié quel était le point de départ de votre question. Est-ce qu'il faut faire une harmonisation économique, un ministre des Finances? Quand nous avons fait cela, nous sommes battus, le président Chirac nous a accompagnés d'ailleurs dans cette démarche, pour essayer de créer ce qu'on appelait un gouvernement économique, c'est-à-dire en fait une instance qui pourrait faire une coordination des politiques économiques dans l'Union européenne. Il est clair qu'à partir du moment où on a une monnaie unique, on a intérêt à harmoniser, ce qui ne veut pas dire à mener partout les mêmes politiques, à harmoniser les politiques économiques. Mais c'est une absurdité, par exemple, je le pense, de faire partout des plans d'austérité quand les situations économiques sont différentes. Et on pourrait comprendre que dans une organisation intelligente du débat européen et dans des prises de décision rationnelles et confraternelles, en quelque sorte, des gouvernements, on ne demande pas tout à fait la même politique, par exemple des salaires, à l'Allemagne qu'à la France ou encore plus à la Grèce. Donc un gouvernement économique, ce n'est pas un gouvernement qui décide pour toute l'Union européenne. Ça sera soit des plans de relance, soit des plans d'austérité, comme c'est plutôt le cas aujourd'hui, mais c'est une politique différenciée. C'est très difficile à mettre en place, et donc je ne fais pas un reproche aux gouvernements qui nous ont succédé de n'y être pas totalement parvenus. Alors il y a des réunions des ministres de l'économie et des finances de la zone euro, il y a des éléments, mais il faudrait aller plus loin, c'est clair. Il y a le semestre européen qui devrait être mis en place en 2011, où il y a une réunion des 27 ministres des Finances. Vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est un peu tard pour le faire De faire quoi? Il y aura une réunion, le semestre européen, des ministres des Finances et de l'économie de tous les membres de l'Union européenne en 2011. Bon, je ne suis peut-être pas très informé sur ce qu'il fait depuis 2002, mais enfin, il y a des réunions régulières des ministres de l'économie et des finances de la zone euro. Ça, c'est très clair. Et c'est assez logique, puisqu'ils ont une monnaie en commun. Et je trouve que si ça n'existait pas déjà, faire une réunion des ministres de l'économie et des finances des 27, oui, pourquoi pas. Le problème, c'est de prendre des décisions ensuite. Et justement, pour prendre des décisions, est-ce qu'on n'est pas assez loin du compte? Parce qu'en choisissant Herman Van Rompuy en tant que président du Conseil européen, on peut dire que l'Europe a fait le choix d'une gouvernance faible, parce que c'est un personnage assez peu charismatique et connu. Donc, est-ce que c'est un bon choix de choisir M. Van Rompuy? Avant un des G20, le président Sarkozy m'a demandé de venir le voir, parce que j'étais un des premiers ministres qui avait été en situation de présidence, de coprésidence de l'Union européenne pour la France. Et c'était essentiellement pour parler donc des G20, des thèmes qu'on devait développer. Je lui avais d'ailleurs suggéré que les problèmes monétaires et de la réforme du système monétaire international soient portés par la France, selon d'ailleurs une vieille tradition française. Et je me réjouis qu'avec quelques retards, mais en tout cas que pour la prochaine présidence française, le président Sarkozy ait proposé que le thème de la réforme du système monétaire international soit considéré comme essentiel. Mais c'était aussi le moment où allaient se prendre les décisions de renouvellement ou non du président, du ministre des Affaires étrangères et du président de la Commission et du président tournant de l'Union. Et je lui avais dit personnellement, entendant un certain nombre qui étaient prononcés et entendant dire qu'on envisageait de renouveler l'actuel président de la Commission, que l'idée pour les chefs de gouvernement et pour les chefs de gouvernement les plus influents, notamment chefs de gouvernement ou président, bien sûr, selon les systèmes politiques, donc, et notamment pour la France et l'Allemagne, dont le rôle est toujours important au sein de l'Union européenne, l'idée de choisir, pour renforcer leur propre rôle, des hommes ou des femmes faibles
dans les principales instances de l'Union était un faux calcul. Je dis que l'Union européenne avait été tout à fait vivante à l'époque où Helmut Kohl et François Mitterrand, qui étaient des présidents forts, enfin un chancelier et un président fort, assis politiquement dans leur pays, avaient Jacques Delors en face d'eux, qui était lui-même une personnalité forte, jouant son rôle d'initiative au nom de la Commission et de mise en œuvre. Et qu'il avait intérêt à choisir des personnalités qui existent véritablement. Alors, sans porter jugement sévère sur les personnes, ça serait absurde. Disons que pour celui qui a été renouvelé, je pense que ça n'était pas un bon choix, que ce renouvellement. Pour les deux qui ont été nommés, qui ont des qualités, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est qu'au moment où ils ont été nommés, ils étaient inconnus en Europe. Donc, ils étaient, au-delà du travail que s'efforce de faire Mme Ashton, par exemple, ils ne représentaient pas une incarnation, si vous voulez, de la réalité européenne et ne parlaient pas à l'opinion européenne. Donc, je pense qu'il faut faire des choix de personnalités fortes. Et c'est malheureusement pas ce qui a été fait. Pour passer à la France, certains économistes prétendent que la France n'est pas dans une meilleure situation que l'Irlande ou l'Espagne. Est-ce que vous croyez en une insolvabilité de la France, qu'on ait besoin d'un plan d'aide comme l'ont eu besoin l'Irlande et la Grèce? J'ai pas l'habitude, même dans une réunion aussi fermée que celle des étudiants de Dauphine, de spéculer en parole, pas autrement non plus d'ailleurs, sur le crédit de mon pays. D'accord, mais d'accord. Mais je vois que vous êtes satisfait de ma réponse. Oui. Mais la France peut-elle quand même échapper à la rigueur que connaissent les pays similaires? On pense à l'Espagne, à l'Angleterre, qui connaissent des plans de rigueur beaucoup plus sévères que le nôtre. Je suis quand même frappé. Il y a des meilleurs économistes que moi ici. Je suis désormais à la retraite. Mais je suis quand même frappé de voir que l'Irlande a pris successivement des plans d'austérité sévères sans pour autant rassurer les marchés. Car les marchés s'inquiètent sans doute de l'endettement et des déficits publics, mais lorsqu'ils se disent, ou s'ils se disent, oui, mais la croissance va être durablement stoppée dans ces pays, ils savent aussi que du point de vue de l'activité économique et donc des profits possibles, ce sera une mauvaise situation. Si bien qu'on ne peut pas compter sur les marchés qui ont de toute façon montré par leurs excès leur incapacité à s'autoréguler, parce que quand même la crise financière, elle n'est pas venue de l'économie réelle. Hein. La crise dans l'économie réelle, c'est-à-dire la stagnation ou la dépression, elle est venue de la crise financière, pas l'inverse. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on touche à la sphère financière et pas à l'économie réelle par des plans d'ajustement. Donc je pense que cette addition des plans d'austérité est une faute. L'Europe n'a pas spontanément les taux de croissance des pays émergents. Il ne faut pas mythifier les pays émergents. Les pays émergents, on va le voir, on le voit déjà avec l'Inde, avec la Chine, ils vont au-devant de problèmes énormes dans leur propre pays. Des économies matures comme les nôtres, des économies relativement protectrices au plan social, des économies régulées par la démocratie, des économies apaisées, même si ça n'a pas que des avantages sur le plan démographique, sont des économies qui, certes, ont des problèmes, le problème de l'engourdissement en quelque sorte, mais qui ne vont pas être confrontées aux problèmes gigantesques que devra affronter la Chine. Il ne faut pas simplement voir le poids de la Chine désormais sur le monde, même si c'est une question en soi. Il faut voir aussi les problèmes internes qui vont se poser en Chine. Les problèmes de développement économique inégal, les problèmes de protection sociale, de progrès social, de revendication, les problèmes ethniques ou de minorité, les problèmes écologiques, les problèmes des rapports avec les voisins. Donc, les pays émergents, il ne faut pas les mythifier, mais ils sont des économies en décollage, donc ils ont spontanément des taux de croissance forts, ils ont des gouvernements relativement forts et qui les encouragent, et donc l'Europe, elle, ne peut pas compter sur ce ressort. Elle est à un stade de son développement économique, de sa démographie, qui ne le rend pas possible. Ce qui veut dire que les choix de politique économique sont encore plus importants, en quelque sorte. Quand on sort de la crise en retrouvant
presque spontanément, en un an et demi, des taux de croissance à 8-10%, bon, bah, très bien, il y a des inégalités, il y a des problèmes, mais enfin, on ne se pose pas la question de la croissance. En Europe, où il y avait des taux de croissance faibles avant la crise, si on mène des politiques qui sont des politiques fausses dans leur diagnostic et dans leur thérapie, je pense que les conséquences risquent d'être graves. Donc moi, je milite personnellement pour des plans d'ajustement progressifs sur le plan des comptes publics, pour poser la question des dettes. Il n'y a aucune raison que les fauteurs de la crise deviennent maintenant les vertueux donneurs de conseils. Les États ont été pompiers, il faut qu'ils soient gendarmes. Et il faut qu'ils le soient à l'égard des institutions financières, particulièrement au niveau européen. Et enfin, il faut que l'Union européenne recherche les moyens d'une croissance à moyen long terme basée sur des nouvelles formes de développement. Et ça ne peut être fondé que sur la science, la technique, la formation. Et ça a certainement beaucoup à voir aussi avec ce qu'on appelle la croissance durable ou l'économie verte. Donc l'Europe devrait réfléchir très sérieusement à ces questions parce que sinon je la crois menacée d'un déclin relatif. Ce qui n'est pas mon jugement aujourd'hui, puisque que la part de l'Europe diminue dans l'économie mondiale paraît quand même assez logique à partir du moment où un développement en grand commence en Chine ou en Inde. Donc maintenant, on va vous passer des vidéos d'hommes politiques qui diront quelque chose et vous commenterez ce qu'ils vont dire. Donc Guillaume, si tu pouvais mettre la première vidéo. La première priorité, c'est la croissance et l'emploi. Nous devons ajuster nos dispositifs de lutte contre le chômage, d'autant que celui-ci s'inversera dans la deuxième partie de 2010, comme l'ensemble des prévisionnistes nous le disent. Oui. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a raison, qu'il va bien avoir une embellie de l'emploi, comme il vient de le dire Est-ce que le gouvernement en fait assez sur le problème du chômage ou pas? Fait assez sûr Sur ce problème de l'emploi et du chômage? À mon sens, non. Les chiffres de l'emploi, sur le dernier mois, il y a une amélioration. Alors, on va dire, bon, c'est mieux. Je pense que, enfin, je ne suis pas persuadé que le diagnostic du Premier ministre soit exact en ce qui concerne l'emploi et la croissance. Et si vous étiez au gouvernement... Non, je ne suis pas au gouvernement. J'ai été au gouvernement. Si vous voulez qu'on parle de mes 5 années de gouvernement, je l'ai fait un peu d'ailleurs, parce qu'il faut toujours défendre son bilan. D'accord, mais non. Je suis ici pour participer à un échange, si possible pour vous éclairer sur ce que je pense, sur un certain nombre de questions que vous vous posez. Je ne suis pas ici pour présenter un programme alternatif du jospiniste Canard Mandarin. Donc rare. Bon ben, la deuxième vidéo. Voilà. Nous maintiendrons le cap du désendettement et du retour à l'équilibre budgétaire. Nous ramènerons notre dette publique en deçà de 60% du produit intérieur brut et nous rétablirons une situation budgétaire à l'équilibre en 2012. Encore une fois, vous y croyez à l'équilibre budgétaire en 2012 ? Si je regarde le passé, non. Il faut mettre, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de mettre entre parenthèses la crise, l'effet de la crise. La question qui est posée, c'est de savoir ensuite comment on réagit face à la crise. J'en ai dit quelques mots. Mais je constate, reportez-vous, peut-être d'ailleurs avez-vous à cet égard déjà des documents, reportez-vous à l'examen de la courbe de la dette publique, vous verrez qu'elle a progressé beaucoup sous les gouvernements Chirac-Balladur, qu'elle a diminué en pourcentage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la richesse nationale du PIB relativement, et elle était sensiblement en dessous de 60% pendant les années 97-2002, et qu'elle s'est remis en marche, cette montée de la dette, avant la crise financière et économique. Donc la France, après 6 années, en gros, de gouvernement, disons, conservateur, n'a pas abordé la crise économique et financière avec des fondamentaux économiques sains ou en progrès. Donc j'ai tendance à être assez
sceptique ou dubitatif quand j'entends une deuxième fois M. Fillon. Nous allons passer à notre cher président. Alors, raisonnement, alors, pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça donne Karachi. Tu peux croire à une fable pareille? Donc les financements obscurs de campagne présidentielle, on en reparle encore avec cette affaire assez grave. Karachi, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes étonné de cette histoire? Je peux vous dire que mes comptes de campagne de 1995 étaient parfaitement transparents et ont été validés sans problème. J'ai su à ce moment-là, parce que ces choses se savent, que les rapporteurs avaient préconisé que les comptes de campagne d'Édouard Balladur ne soient pas validés et que la décision du Conseil constitutionnel, de l'instance propre à cela, a pris une décision contraire. Je crois d'ailleurs savoir que la question aurait pu être posée aussi pour les comptes de Jacques Chirac. Mais il est vrai qu'il était président élu, ça aurait posé un problème. Mais alors, n'instaurons pas des contrôles si on ne les respecte pas. Pour le reste, ce que je peux vous dire, parce que je n'aime pas beaucoup me mêler de ces questions, c'est que vous avez peut-être entendu parler d'une convention de l'OCDE visant à moraliser les ventes à l'étranger et à interdire les commissions, et par là même aussi les rétrocommissions. Cette décision a été mise en œuvre par mon gouvernement devant des résistances très fortes d'un certain nombre de grands industriels français, et cette convention de l'OCDE a été ratifiée, donc signée en 1997 par mon gouvernement, ratifiée en 2000, toujours sous l'autorité de mon gouvernement. Donc je peux vous dire ce que nous avons fait. Pour le reste, faites-vous votre opinion de citoyen. On va passer au PS, là. Nous avons déjà dit que nous réfléchissons ensemble, comme Ségolène a dit qu'elle souhaitait aussi réfléchir avec nous, et donc nous proposerons une candidature véritablement ensemble. Il semblerait que Ségolène Royal l'ait démenti il y a 2-3 jours. Ça vous semble étonnant que, alors qu'il y a l'annonce d'impact, très peu de temps après, Ségolène Royal annonce sa candidature? Est-ce que vous m'autorisez à prendre les choses d'un peu plus large? Ben, allez-y. Très bien. Le Parti socialiste n'a jamais été aussi fortement implanté nationalement en France. Il a la direction de la plupart, pas de toutes, de la plupart des grandes villes, de beaucoup des villes moyennes, de presque toutes les régions et de la majorité des départements. C'est sans précédent. Cela veut dire d'une part que les Français, localement, font confiance à ses représentants, à ceux qui se présentent en son nom, hommes ou femmes, et c'est aussi un atout pour l'avenir que cette implantation massive et sans précédent, je le dis, du Parti socialiste français dans notre paysage politique. Donc le Parti socialiste n'est absolument pas un parti en déclin. Jamais il n'a eu une base aussi forte. Son problème, s'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une personnalité au Parti socialiste qui soit à la fois le leader politique et le candidat, le leader politique indiscuté, et le candidat qui s'impose à l'élection présidentielle. C'est arrivé dans le passé. Ça a été le cas en 1981. François Mitterrand était le leader politique du Parti socialiste, même si je l'ai remplacé une fois qu'il a été désigné comme candidat, comme premier secrétaire du Parti socialiste. Il était le leader politique et il a été le leader indiscuté, le candidat indiscuté à l'élection présidentielle. Michel Rocard l'avait challengé, mais c'était 1 an et demi avant et il ne l'a plus fait. C'était le cas aussi en 1988, de façon différente. C'était le président sortant, mais il était encore le leader politique des socialistes, même si ceux-ci s'étaient un peu divisés, et le candidat, évidemment, qui s'imposait à l'élection présidentielle. Ça a marché. C'était le cas aussi en 2002. J'étais le leader politique des socialistes et j'étais le candidat qu'on ne discutait pas
pour l'élection présidentielle. Ça n'a pas marché. Ou plutôt, ça n'a pas suffi. Et l'extrême division de la gauche a provoqué non seulement une défaite,